Bonjour à toutes et à tous, à ceux qui nous rejoignent dans le cadre de ce webinaire. Accompagner et réussir ma transition professionnelle. On voit quelques bonjours dans le chat qui se trouve à droite de votre écran. Donc, bonjour à tout le monde. On va se laisser une minute ou deux avant de démarrer, le temps que tout le monde puisse se connecter. Bonjour, bonjour et bon webinaire. Il y a sans doute quelques salariés, quelques adhérents de l'Opco Santé aussi qui se connectent, peut-être des représentants du personnel également, des collègues de Transition Pro. Il y a une vingtaine de connectés pour le moment. Est-ce que vous nous entendez bien et vous nous voyez bien? On peut faire un petit test sur cette première minute. Bonjour, du siège de l'Opco Santé. Pour Transition Pro, parfait au niveau du son, au niveau de l'image aussi. Tout est OK, mais écoutez, parfait. Très bien. Eh bien, on démarre. Tout le monde est OK? Très bien. Donc, bienvenue à toutes et à tous dans le cadre de ce webinaire Accompagner et réussir ma transition professionnelle, organisé à la fois par la DRC PNE, l'OPCO Santé Grand Est et Transition Pro Grand Est. Donc, nous sommes ensemble pendant une heure, donc de 14 h à 15 h, et ont été conviés à participer à ce webinaire à la fois les adhérents de l'OPCO Santé, des salariés qui sont peut-être en quête d'informations par rapport à leur transition professionnelle ou leur évolution professionnelle, et puis des représentants du personnel, donc dans le cadre de l'OPCO Santé. Donc bienvenue à tout le monde. On est ravis de vous accueillir dans le cadre de ce webinaire. On va pouvoir aller sur une présentation de différents dispositifs de transition professionnelle, mais aussi surtout échanger sur les leviers qui sont possibles, répondre à un certain nombre de questions, d'interrogations, peut-être venir confirmer des choses dans le cadre de cette rencontre. Sur la droite, vous trouvez un chat. Alors, je sais que certains ont déjà l'habitude, mais on aime quand même à le repréciser. Donc, un chat dans lequel vous allez pouvoir à la fois poser vos questions ou tout simplement réagir à ce que vous allez entendre. Et puis, nous tâcherons de venir répondre à vos interrogations. Si toutefois on ne peut pas répondre aujourd'hui à l'ensemble des interrogations, les services de l'Opco Santé Grand Est et également de Transition Pro Grand Est, on est là. On pourra, dans un deuxième temps, peut-être répondre à vos questions. Vous pouvez bien sûr nous solliciter après ce webinaire. Un replay sera disponible et pourra être diffusé à tous ceux qui en ont le besoin pour revenir peut-être sur un certain nombre d'informations ou pour le communiquer à d'autres. On sait que tout le monde n'a pas pu participer. Nous serons plusieurs intervenants, donc Rachel Zahiri, secrétaire générale de l'OPCO Santé Grand Est,
Lionel Lemaire, directeur général Transition Pro Grand Est. Donc moi-même, je suis Marine Després, responsable des partenariats au sein de Transition Pro. Et puis deux de nos collègues vont intervenir, vous allez le voir tout au long du webinaire, pour vous apporter des informations assez précises sur, par exemple, des dispositifs de transition professionnelle. Et puis, nous avons la chance d'avoir une témoin aujourd'hui, donc Anaïs, que vous allez pouvoir entendre sur quelques minutes, qui a accepté donc de témoigner sur son parcours de transition pro, qui est en formation actuellement d'aide-soignante. Donc, on la remercie et peut-être qu'elle est là avec nous. On va guetter, mais voilà, encore merci Anaïs. Je laisse la parole à Rachel Zahiri, donc secrétaire générale de l'Opco Santé Grand Est. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Bienvenue sur ce webinaire. Donc, ce webinaire est le fruit d'un travail partenarial entre différents acteurs. La délégation régionale de la Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation, donc du secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif, ce qu'on appelle la DRCPNE-FP, de Transition Pro Grand Est et de l'Opco Santé Grand Est. Fort d'un constat partagé avec la DRCPNE et les services techniques régionaux de l'Opco Santé, selon lequel les acteurs d'un parcours de transition professionnelle avaient besoin de mieux comprendre les étapes de ce dispositif, et notamment suite à la loi de septembre 2018, Liberté de choisir son avenir professionnel, qui a mis en place les commissions paritaires interprofessionnelles dans chaque région en substitution des FONGECIF. Donc, dans cet environnement changeant, donc notre objectif partagé est de vous aider à réussir à accompagner la transition professionnelle. Merci Rachel Zahiri. Lionel, quelques mots sur les grandes missions de Transition Pro Grand Est? Oui, bonjour à tous. Merci Marilyn. En effet, alors déjà effectivement, je pense qu'on peut souligner l'approche partenariale de la mise en place de ce webinaire. On voit bien que la question des transitions professionnelles est un peu au cœur des préoccupations actuelles. Alors pour ce qui est de Transition Pro Grand Est, donc comme le disait Rachel Zahiri, donc c'est une commission paritaire interprofessionnelle régionale, plus connue sous le nom de Transition Pro, et qui remplace les FONGECIF depuis le 1er janvier 2020. Donc un conseil d'administration paritaire, donc composé de représentants d'employeurs, de représentants de salariés, et aujourd'hui 34 collaborateurs qui sont là pour faciliter la mise en œuvre des transitions professionnelles au travers d'un certain nombre de dispositifs qui rentrent dans nos missions et qui vous seront présentés dans le détail. Donc financeurs du projet de transition professionnelle, dont on va parler tout à l'heure. Chargé de l'attestation du caractère réel et sérieux dans le cadre des personnes qui souhaitent démissionner pour changer de métier ou pour créer une entreprise. Et là aussi, on en dira plus tout à l'heure. On est chargé d'organiser les jurys paritaires et de déployer la certification CLEA. Et puis une mission du suivi de la mise en œuvre du CEP en région, élément important dans les transitions professionnelles, dans la sécurisation des transitions professionnelles. Et puis, bien sûr, s'assurer de la qualité des formations qui sont financées. Et pour permettre ces réussites, ça passe aussi par un travail qui est fait sur l'analyse des besoins en emploi et en compétences sur le territoire. Donc, en ce moment, nous sommes aussi, et jusqu'à fin juin, en capacité de financer des parcours de VAE. Et puis un nouveau dispositif qui se met en place, transition collective, dont on reparlera certainement lors d'une prochaine rencontre. Merci. Donc là aussi, s'il y a des questions, des besoins de compléments, on reste vraiment à votre disposition pour apporter soit des ressources ou des réponses en direct par rapport à ces différents sujets et ces différents enjeux dont tu viens de parler. Si on rentre un petit peu au cœur du projet de transition professionnelle, alors déjà vous dire que le projet de transition professionnelle, ou PTP, un petit peu dans le jargon, permet à tout salarié de suivre à son initiative, c'est ça qui est important, une formation qui est certifiante. Alors soit pendant ses heures de travail, mais aussi peut-être en dehors de son temps de travail, en vue de changer de métier. Ça veut dire qu'on est bien là dans le cadre de reconversion. Et lorsqu'on parle de cela, on parle par exemple de codes ROM qui sont différents entre le métier actuel de la personne et le métier qu'elle vise.
donc à destination des salariés du secteur privé, que les personnes soient en CDI, CDD, intermittents, intérimaires, sous effectivement certaines conditions. Alors peut-être sur le projet de transition professionnelle, il me semblait aussi intéressant de revenir sur quelques éléments chiffrés dans le cadre des métiers du sanitaire et social. Par exemple, pour vous donner ces chiffres qui parlent d'eux-mêmes, sur l'année 2020, 551 dossiers concernent une orientation dans le cadre du PTP vers les secteurs du sanitaire et social. 511 dossiers présentés en commission d'instruction et 408 dossiers acceptés, soit un taux d'acceptation quand même de 80%. Et 29%, cela représente 29% des dossiers déposés. Donc c'est pour dire la part importante, effectivement, et des priorités qui sont portées vers ce secteur dans le cadre de décisions prises au sein de Transition Pro, notamment au national, mais aussi au niveau régional. Donc, sur le projet de transition professionnelle, la commission paritaire examine tous les mois un ensemble de demandes dans le cadre du PTP en fonction de l'éligibilité des personnes, de leur statut et de différents critères que vous voyez là effectivement à l'écran, mais aussi par rapport à la recevabilité du PTP. Je le disais tout à l'heure, on est bien dans le cadre d'un changement de métier ou de profession avec une demande pour une formation qui est bien inscrite au RNCP. On vous a mis un ensemble de liens aussi pour approfondir ces questions-là. Un PTP, une seule certification. Ça, c'est un élément aussi très important dans ce cadre-là. L'étude de la demande se fait aussi sur un certain nombre de priorités. On va les voir juste après, et aussi par rapport à un certain nombre de critères. On est bien dans le cadre de projets qui doivent être cohérents par rapport à ce changement de métier ou de profession. La pertinence du parcours de formation et du projet de financement est examinée à la loupe. Donc voilà, critères très importants. Donc là, notamment en lien avec les organismes de formation, bien sûr, mais aussi lorsque la personne a été accompagnée par un CEP. On reçoit aussi des synthèses de conseillers en évolution professionnelle qui mettent en lumière, là aussi, l'accompagnement qui a été réalisé et ces notions aussi de cohérence, de pertinence, mais aussi de perspective d'emploi dans le métier visé à l'issue de la formation certifiante pour la personne. Oui, en effet, réussir sa transition, c'est aussi la sécuriser. Et ces critères, ils sont vraiment là pour ça, s'assurer que quand une demande est déposée, elle a des chances réelles d'aboutir vers un changement de métier pour la personne qui la porte. Sur la question des priorités, donc 5 priorités nationales concernant les projets de transition professionnelle. Donc, si la personne dépose un dossier PTP, elle peut effectivement avoir des points de priorité en fonction de son projet, mais aussi en fonction de l'entreprise dans laquelle elle travaille. Si vous regardez la priorité numéro 3, priorité donnée aux projets de salariés dans les entreprises de moins de 50, ou si la personne, priorité 2, a engagé par exemple un processus de reconnaissance d'inaptitude. Donc vous voyez que l'accent là est mis sur un certain type aussi de public ou de profil. Si on passe sur les priorités régionales, elles sont également au nombre de 5. Donc là, votées au sein du conseil d'administration de Transition Pro Grand Est. Si je m'attarde sur certaines de ces priorités, si on prend la 6e par exemple, seront prioritaires les projets qui proposent une ingénierie de formation ou de parcours qui est valorisée en région. Si je donne quelques exemples, quelqu'un qui est passé par le certificat CLEA et ensuite va se diriger vers un projet de transition professionnelle, va avoir des points de priorité par rapport à cela. Projet intégrant un parcours de formation incluant un cofinancement, la priorité 7. Là, j'ai envie de citer bien sûr les OPCO, mais aussi les employeurs. Effectivement, quand il y a une participation financière de l'OPCO, de l'employeur, mais aussi de la GFIP dans le cadre de notre convention, là aussi, la personne va pouvoir bénéficier de points de priorité sur son projet de transition professionnelle.
Et puis la dernière, peut-être la numéro 8, projet ciblant un métier à forte perspective d'emploi. C'est là où on va effectivement retrouver le secteur sanitaire et social. Là aussi, hein, les chiffres parlaient d'eux-mêmes tout à l'heure. On voit que c'est une priorité effectivement régionale forte au sein du Grand Est. Nous accueillons Paul Coelho. Donc, Paul, qui est responsable de l'instruction des projets de transition professionnelle et des missionnaires, et qui va intervenir spécifiquement là sur le PTP. Merci Paul, je te laisse la parole. Merci Marilyn, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, le projet Transition Pro, en quoi il consiste-t-il? Eh bien, il y a plusieurs démarches à effectuer lorsque vous voulez initier un projet PTP, et entre autres la demande d'autorisation d'absence, très importante, parce qu'en fonction de la durée de la formation, il y a un délai à respecter vis-à-vis de son employeur. Pour toute formation qui dure moins de 6 mois, la demande doit être effectuée 2 mois avant le début de la formation, 4 mois pour une formation qui commence au-delà de 6 mois de durée. Donc, il est très important d'anticiper cette demande. Il faut savoir également que l'employeur a un droit de report par rapport à cette demande d'autorisation d'absence. Cette demande l'employeur doit 30 jours pour répondre à la demande d'autorisation d'absence. Et il peut donc non pas refuser la demande, puisque si les délais des 2 mois et des 4 mois sont respectés, mais demander un report si les dates ne conviennent pas à l'entreprise. On encourage effectivement les employeurs à nous contacter aussi directement pour bien comprendre effectivement par rapport là à tes propos, comment ça fonctionne, ce qu'il est possible, pas possible, quelles sont les limites aussi dans ce cadre-là. Tout à fait, il ne faut pas oublier que le PTP est un droit, hein, donc même si effectivement l'employeur peut avoir des difficultés au niveau de planification de son entreprise, il ne peut pas lui refuser cette autorisation d'absence. Juste demander un report de 9 mois maximum, c'est le délai pour lequel l'employeur peut demander ce report. Alors il faut également savoir que pour monter ce projet PTP, vous pouvez tout au long, enfin le bénéficiaire peut tout au long de ce parcours demander l'appui d'un conseiller CEP. Très important, ça peut là aussi l'aider à envisager son projet, etc. Donc ne pas hésiter à solliciter un conseiller CEP. Dans le cadre des personnes qui rencontrent des difficultés au niveau de la santé, que ce soit sur une reconnaissance handicapée ou des problèmes simplement liés à son travail, on peut également avoir à faire appel au médecin du travail pour demander la véracité de l'emploi visé, si ce n'est pas incompatible avec le handicap éventuel que la personne peut représenter. C'est aussi une façon de sécuriser pour nous le parcours, de façon à savoir si effectivement la personne est apte à faire le métier qu'elle envisage par la suite. Enfin, dans le PTP, il faut savoir que la prise en charge, si jamais elle est acceptée par Transition Pro, elle comporte la rémunération, bien sûr, mais aussi tout ou partie des frais de formation. Alors, il faut savoir qu'en fonction d'un certain nombre de critères dans lesquels on ne va pas rentrer à l'heure actuelle, il peut y avoir des laissés à charge, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Et puis également, on peut également financer des frais d'aide au déplacement pour les formations qui ont lieu au-delà d'une certaine distance. Là aussi, les informations sont disponibles sur notre site. Donc, comme je vous le disais, pour prétendre à un PTP, il y a des conditions effectivement à être éligible pour un certain nombre de conditions. Par exemple, si vous êtes en cours de CDI, il faut obligatoirement avoir 24 mois d'activité au cours des 5 dernières années, quelle que soit la nature de ces contrats, dont 12 mois au sein de l'entreprise dans laquelle vous demandez l'autorisation d'absence. C'est vraiment un critère légal. Sans ces 2 critères, vous ne pouvez pas prétendre à un PTP. Et puis, il faut être toujours en cours de CDI pour pouvoir prétendre également au PTP. Enfin, si vous êtes en cours de CDD, là, c'est un petit peu différent, c'est un petit peu plus simple pour quelqu'un qui est en CDD. Là aussi, il faut 24 mois d'activité, mais seulement 6 mois dans les cours 4 mois pardon, au cours des 6 derniers, de la dernière année, pardon, excusez-moi, 4 mois au cours de la dernière année pour pouvoir être éligible et être toujours en cours de CDD au moment où vous présentez également ce dossier. Et là aussi, quelle que soit la nature des contrats rencontrés. Voilà. Merci. Pour les conditions. Sur les démarches, Paul, pour pouvoir déposer effectivement une demande de financement sur un PTP, il y a des grandes étapes. Bien sûr. On peut là
et résumer un petit peu? Alors, la première étape, bien sûr, c'est de créer votre compte sur notre site Internet. Tout bénéficiaire peut effectivement créer assez facilement son espace sur notre site. Vous pouvez également prendre contact avec mon service si jamais vous rencontrez des difficultés pour créer cet espace. Et donc, le premier pas, c'est celui-là, créer votre espace sur notre site Internet. Et ensuite, simplement faire une demande de création de dossier PTP pour pouvoir commencer à initier les démarches. Dématérialisé. Tout est dématérialisé. On essaye effectivement au plus simple pour les bénéficiaires, de façon à ce qu'on évite le temps d'envoi d'un dossier, d'éventuelles pertes par la poste, etc. Donc, c'est plus sécurisé effectivement de le faire par Internet, y compris les pièces que vous allez joindre au dossier. Tout est effectivement dématérialisé. Oui, puis on vient en appui pour les bénéficiaires, soit via les espaces personnels ou le 0326 03 10 10. Les personnes parfois ont besoin d'être rassurées ou d'avoir un appui effectivement sur la création de ce dossier, ou pour pouvoir avancer, on peut être bloqué, on rencontre comme ça des choses récurrentes. Voilà. Bien sûr, même si on a essayé de simplifier au maximum notre site, on peut effectivement rencontrer des difficultés. Il ne faut pas hésiter à prendre contact effectivement avec nos services pour pouvoir débloquer une situation si jamais il y a un blocage. Et puis là aussi, la personne peut tout à fait être accompagnée par un conseiller CEP pour également cette phase de construction du dossier. Donc là, comme on l'a dit tout à l'heure, l'autorisation d'absence à demander à l'employeur. En amont, il est privilégié d'ailleurs de le faire en même temps que vous construisez votre demande de PTP, vous demandez l'autorisation d'absence de façon à raccourcir, on va dire, simplement le délai, parce que comme vous l'avez vu tout à l'heure, il y a des délais très précis à respecter. Il faut également, bien sûr, savoir que la personne doit prendre contact avec l'organisme de formation, simplement pour faire un bilan de positionnement vis-à-vis de l'organisme de formation, pour savoir si la personne a les compétences pour entrer dans cette formation. Et bien sûr, se faire connaître auprès de l'organisme de formation, parce que certaines personnes pensent simplement qu'en s'inscrivant sur notre site, tout de suite, l'organisme reconnaît le bénéficiaire, ce qui n'est pas forcément le cas. Donc, il faut évidemment prendre contact avec l'organisme. Et puis, fournir évidemment à Transition Pro la confirmation d'admission à cette formation. On peut l'avoir juste avant d'entrer en formation. Il n'y a pas de nécessité obligatoire pour passer en commission paritaire d'avoir cette confirmation d'admission. On sait que parfois c'est difficile de les obtenir. Donc voilà, il ne faut pas hésiter. En tout cas, il ne faut pas attendre d'avoir la confirmation d'admission pour commencer à constituer le dossier. Sinon, vous risquez d'être hors délai, parce qu'il y a effectivement des délais à respecter par rapport aux dates de commission paritaire. Là aussi, les dates sont communiquées sur notre site. Ne pas hésiter également à les consulter. Merci Paul. Voilà. On se retrouve tout à l'heure sur un autre sujet. Alors, je vois qu'il y a eu quelques questions et réponses, quelques sollicitations. Effectivement, on vous a transmis le calendrier des commissions paritaires. Également, on est venu vous indiquer comment créer votre espace sécurisé sur notre site et quelques éclairages aussi sur les délais, effectivement, qui dépendent notamment du démarrage de l'action de formation que vous visez. Je vous propose maintenant le témoignage d'Anaïs. Je vous en parlais un petit peu dans les propos introductifs. Donc Anaïs est en cours de formation actuellement. Et l'idée, c'est qu'elle est venue en fait me raconter un petit peu son parcours, là où elle en est, ce qui a été facilitant ou un petit peu moins finalement. Donc je vous laisse découvrir cette vidéo donc, de quelques minutes. Bonjour, je m'appelle Anaïs, j'ai 26 ans. J'ai fait un bac pro SSP, donc accompagnement soins et services à la personne, qui ensuite m'a dirigée vers un BTSSP 3S, qui sont les secteurs sanitaires et social, qui n'a pas été très concluant. Donc j'ai décidé de me lancer dans la vie active. Donc j'ai fait auxiliaire de vie. Et je me suis ensuite penchée sur la formation d'aide-soignante.
Je suis dirigée vers le projet de transition professionnelle suite à un échange avec ma directrice et avec plus d'informations, je me suis dirigée vers un conseiller en évolution professionnelle qui m'a appuyée sur le dossier de projet Transition Pro. Maintenant, je suis en formation et avec Transition Pro qui finance ma formation. Le temps que ça m'a pris, environ, je dirais un peu moins d'1 an. Le temps que j'en parle avec ma directrice qui m'a accordé le droit à l'absence de formation et ensuite de remplir les 3 dossiers, je dirais bien 8 mois. Je me suis dirigée vers ce métier car c'est un métier qui me ressemble. J'aime beaucoup aider les gens. C'est un métier qui me passionne vraiment. Et même dans la vie de tous les jours, je suis même des fois trop gentille et j'aime ce lien social qu'on a avec les autres et aider pour moi, c'est la vie, quoi. Donc, être soignante, c'est le métier de mes rêves, vraiment. Alors aujourd'hui, dans mon parcours professionnel, je suis encore à l'école, donc à l'IFSI de Troyes. C'est bientôt la fin, donc début juillet, je serai diplômée ou non. Cette année, ça n'a pas été facile vu que les cours ne se faisaient qu'en visio, mais comme j'ai pu vous le dire, quand on veut quelque chose et quand on aime vraiment le métier qu'on fait, finalement, ça devient facile. Donc, on s'accroche et puis, voilà. Ma formation a été intégralement financée. J'ai rien eu à débourser de ma poche, rien du tout. J'ai mon salaire qui est le même et j'ai pas eu à me soucier de tout ça, vraiment. Et du coup, c'est très, très intéressant. Mes projets à l'issue de cette formation, j'aimerais encore plus évoluer dans mon travail, peut-être aller rencontrer un autre public, dont le polyhandicap qui m'intéresse vivement. Le prochain stage se tourne avec le public du polyhandicap, donc je suis très, très contente. Je vais pouvoir enfin mettre vraiment des mots sur mon projet et j'espère qu'il sera concluant. J'aurais vécu une très bonne expérience, une très bonne formation malgré les conditions sanitaires. Et je souhaite vraiment à tous et à toutes de réaliser leurs projets. Et avec Transition Pro, c'est possible. Pour les personnes qui voudraient se lancer dans leur projet transition, je leur conseillerais de le faire. Et même si moi, j'ai pas encore de vie de famille, etc., ça a été peut-être plus facile pour moi. Je pense, c'est assez accessible pour tous et pour toutes et à tout âge. Pour moi, toutes ces expériences, ça a été j'étais très satisfaite de tout. L'envoi des documents est très facile via Internet. Le site Transition Pro est très, très facile d'accès. Je suis vraiment, vraiment contente et j'ai pu réaliser mes projets grâce à Transition Pro et je vous en remercie infiniment. Donc voilà pour le témoignage d'Anaïs qui permet de revenir sur des éléments assez concrets finalement de ce qu'elle a vécu. Et puis vous avez vu, on a envie de lui donner un petit coup de pouce, hein, le petit message de fin, c'est ça aussi. Vous l'avez compris, donc Anaïs sera en recherche d'établissement sur le polyhandicap, puisque c'est là qu'elle a envie d'évoluer et de continuer à la fois à travailler et à se professionnaliser.
Merci encore à elle. Alors, vous l'avez vu, Anaïs a insisté sur les questions de financement et de rémunération. On sait bien que c'est un pan très important dans le cadre du projet professionnel. Pour entrer dans un petit peu plus de détails sur cette question des rémunérations et des frais, nous accueillons Valérie Savouret, je me décale là, donc, qui est chargée de remboursement et de gestion. C'est tout à fait ça. Merci Marilyn. Bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, comme le précisait Paul tout à l'heure, dans le cadre du projet de transition professionnelle, la Commission va accorder, dans le cadre d'une réponse positive, va accorder un financement sur 3 sujets bien distincts, que sont la prise en charge de la rémunération, du coût de formation et des frais. Donc, faisons déjà un focus sur la rémunération. L'idée, c'est de retenir effectivement que le dispositif prévoit une prise en charge qui peut aller jusqu'à 1 année maximum dans le cas des formations à temps plein, ou 1200 heures maximum pour des formations discontinues ou à temps partiel. Ça sous-entend quoi? Notamment pour les parcours longs, pour ne pas citer les parcours diplôme d'état d'infirmier, que le financement ne pourra être accordé que pour une seule année, je dirais, de formation. La Commission va surtout faire prêter attention dans la préparation des parcours à ce que le futur stagiaire ait des pistes, ou en tout cas ait réfléchi, bien pris en compte, quid pour les 2 années qui vont rester, parce que ça c'est quelque chose d'important. On ne peut pas en tout cas accorder de financement sans être assuré de la pérennité du parcours. Tout à fait, donc avec des sources de financement qui peuvent être soit des fonds publics, soit de l'autofinancement. Les personnes effectivement relatent dans leur dossier bien comment elles se projettent finalement, c'est ça qui est demandé dans le cadre de l'étude du dossier ou par d'autres biais de type employeur, OPCO et autres. C'est ça, tout à fait. Donc, le second poste porte sur la prise en charge donc, des frais pédagogiques, de ce qu'on va appeler dans le jargon le coût de formation. Donc là, on va avoir deux grandes règles qui vont être un plafond national de prise en charge qui va se limiter à 18 000 € hors taxe et 27,45 € hors taxe de l'heure. Et ce sont bien 2 règles cumulatives. Ça veut dire qu'effectivement, une fois qu'on dépasse ces plafonds, il y aura forcément un laissé à charge pour le stagiaire. Alors, ça reste quand même quelque chose à la marge. La majorité de nos parcours sont quand même sur des tarifs qui sont quand même inférieurs à ces seuils-là. Une petite quand même précision importante, notamment sur la prise en charge des heures théoriques, pratiques, puisque dans le cas effectivement où il n'y a pas de précision dans le référentiel de certification sur la durée du stage, il peut être limité à 30% du nombre d'heures effectuées en centre de formation. Donc attention effectivement à cette alerte-là, pour éviter justement d'avoir peut-être des mauvaises surprises, ou en tout cas une nécessité de réadapter peut-être le temps passé en enseignement pratique. Systématiquement, les personnes en sont informées. Tout à fait. Justement pour sécuriser aussi et donner les bonnes informations, j'ai envie de dire, pour ne pas qu'il y ait de mauvaises surprises, c'est ça? C'est tout à fait ça, oui, au moment de l'instruction du dossier, du chiffrage du dossier. Et c'est vrai que si vraiment le stagiaire souhaite malgré tout faire le volume d'heures en stage qui lui est proposé, c'est une possibilité, mais encore une fois, il faudra qu'il trouve une modalité de financement qui ne sera pas la prise en charge par transition pro, mais peut-être sur des fonds personnels ou congés sans solde. Ensuite, le dernier poste va porter sur ce qu'on appelle les frais pédagogiques. Il faut simplement avoir à l'esprit qu'il s'agit d'une participation forfaitaire qui n'a vraiment pas vocation à rembourser et prendre en charge des frais réellement engagés lors des actions de formation sur un barème qui vous est communiqué là, qui va être simplement, on va comparer la distance qui est faite entre le domicile et le lieu de travail à domicile lieu de formation. Il faut faire plus de 20 km par aller et par jour pour que soit déclenchée l'attribution du premier montant forfaitaire qui va être de 8 € par jour et qui peut aller jusqu'à 25 € par jour pour les grandes villes. Non négligeable. Voilà. Très bien. Merci pour ces questions de frais annexes et de rémunération qui sont toujours importantes et qui nécessitent, comme vous le voyez, des précisions ou selon les situations des personnes aussi. Donc là aussi, on est sur des réponses individualisées par rapport à ces questions-là. Je vous propose maintenant de passer sur un autre dispositif, le dispositif démissionnaire. Sur ce dispositif, plusieurs acteurs de l'emploi, de la formation interviennent. Je pense aux conseillers en évolution professionnelle,
transition pro, on vous l'a dit en propos introductif, hein, nous intervenons de par notre commission paritaire sur l'étude du caractère réel et sérieux des projets. Et puis bien sûr, je pense aussi à Pôle emploi, qui effectivement intervient aussi sur ce dispositif. Lorsque les personnes ont pu avoir leur attestation, les personnes se dirigent vers Pôle emploi pour là aussi continuer leur démarche dans le cadre du dispositif démissionnaire, et notamment sur la partie indemnisation, et puis ensuite mise en œuvre du projet. Sur le dispositif démissionnaire, on est à la fois soit sur le suivi dans le cadre d'une formation ou une création reprise d'entreprise. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. On va revenir un petit peu plus dans le détail sur chacune de ces situations. Et vous dire aussi qu'en termes de conditions d'accès, un point important, la durée d'activité salariée de la personne doit être de 5 ans, alors soit temps plein ou temps partiel. Donc là aussi, il peut y avoir quelques points de détail qui vont vous intéresser. Tout à l'heure, on va aussi vous donner, et vous l'aurez dans le cadre de ce support, cela vous sera envoyé, toutes des ressources disponibles pour aller un petit peu creuser ces différentes questions et voir si certains sont éligibles dans ce cadre-là. Paul Coelho nous rejoint à nouveau dans le cadre du dispositif démissionnaire pour rentrer un petit peu plus dans le détail. Oui, alors la première chose qu'il faut savoir, Marilyn, c'est que sur le dispositif démissionnaire, il faut prendre contact avec son conseiller CEP. C'est vraiment le début de la démarche afin d'éviter tout problème lié ensuite justement à l'éligibilité démissionnaire. Première chose à faire, contacter son conseiller CEP avant de démissionner, bien sûr, mais pas seulement, c'est mieux, également avant de créer son entreprise. Là aussi, donc il faut, si vous souhaitez créer une entreprise, ne pas la créer avant que le conseil d'administration, comme la commission d'instruction, se soit prononcé. Sinon, là aussi, malheureusement, ce n'est plus éligible. Alors, très rapidement, sur quoi se penche la commission d'instruction? Elle se penche surtout sur le caractère réel et sérieux du projet. Donc, au regard de la cohérence, de la pertinence et de la connaissance par le salarié de 3 sujets importants. Les caractéristiques du métier souhaité. Évidemment, on va vérifier que la personne connaît bien vers quoi elle s'engage. La formation envisagée, si elle est cohérente avec le projet qu'il veut faire également. Et enfin, les perspectives d'emploi, parce que ce n'est pas le tout, effectivement, de faire une formation, c'est aussi de savoir est-ce qu'il y a des débouchés derrière. Donc voilà les 3 aspects que la commission d'instruction vérifie pour juger du caractère réel et sérieux de la démission, du projet démissionnaire. Sur ce type de reconversion, dans le cadre du démissionnaire, c'est à peu près 1/3 des dossiers que l'on a, sachant que les 2/3, c'est plutôt création et reprise d'entreprise. Tout à fait. Alors, pour les projets de création d'entreprise ou de reprise d'entreprise, qui est aussi effectivement les projets de reprise, les caractéristiques de perspective d'activité face au marché de l'emploi ou de la création d'entreprise, les besoins de financement pour les ressources financières, l'entreprise créée ou à reprendre, et puis les moyens techniques et humains d'entreprise pour l'entreprise créée ou à reprendre. Et il faut aussi que la personne soit gérant, soit majoritaire de l'entreprise reprise ou créée. Sinon, malheureusement, ça ne rentre pas dans le dispositif démissionnaire. Tout à fait. Voilà. Donc je vous parlais tout à l'heure de ressources sur le... Merci Paul. Par rapport au dispositif démissionnaire. Pourquoi? Parce que comme je le disais en propos introductif, plusieurs acteurs peuvent délivrer des services autour du dispositif démissionnaire. Vous avez à titre d'exemple le numéro vert de Pôle emploi, un simulateur également sur démission-reconversion.gouv.fr, l'ensemble des communications que vous trouvez à la fois sur Pôle emploi, sur notre site Transition Pro et chez d'autres acteurs, notamment du CEP. Donc voilà, je dirais un panel en tout cas de ressources disponibles, consultables avant de se lancer ou pas sur la démission. Je regarde s'il y a des questions à la fois sur le dispositif démissionnaire, peut-être pas tout de suite. En tout cas, n'hésitez pas s'il y a des spécificités, des questions que vous vous posez sur
sur la démission dans ce cadre-là. Peut-être un dernier point sur le conseil en évolution professionnelle. On en a parlé tout au long finalement de ce webinaire. Vous dire que en Grand Est, eh bien, 5 opérateurs délivrent le conseil en évolution professionnelle. À la fois, c'est un service qui est gratuit, il faut le savoir, accessible à tous, partout sur le Grand Est et tout au long de sa vie professionnelle. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, il est obligatoire dans le cadre du dispositif démissionnaire, facultatif dans le cadre du projet de transition professionnelle, même si effectivement, on voit bien que l'accompagnement peut permettre aux personnes d'aller un petit peu plus loin ou en tout cas d'y voir plus clair sur leur projet. Donc voilà, à l'écran, vous voyez les 5 opérateurs qui délivrent ce service sur le Grand Est. Le réseau ELVA, l'APEC, les missions locales, l'ensemble des Cap Emploi sur tout le territoire Grand Est et bien sûr Pôle Emploi. Donc j'ai vu aussi que dans le chat, les collègues de l'OPCO Santé et de Transition Pro ont mis quelques éléments aussi complémentaires sur le CEP. Donc là aussi, voilà des services qui sont à disposition des salariés. Ça peut être sur un rendez-vous, ça peut être un petit peu plus long, là aussi. Peut-être parfois il faut se lancer, aller voir un petit peu ce qui peut être accessible, ce qui peut être utile en tout cas dans le cadre des différents projets ou des réflexions si vous en êtes au stade de la réflexion. Donc voilà, nous arrivons au terme de cette présentation. On laisse encore du temps, bien sûr, s'il y a des questions qui émergent sur les différents sujets qu'on a pu aborder aujourd'hui. On peut se laisser encore un petit peu de temps. On va guetter le chat s'il y a des besoins de compléments. Peut-être en attendant, je trouve que le témoignage d'Anaïs illustrait bien notre secteur, parce qu'effectivement, comme l'a très bien dit avec ses mots Anaïs, le secteur de la santé, c'est un secteur aujourd'hui où il y a de l'évolution, de la perspective de carrière. Donc, il faut pas hésiter à venir rejoindre ce secteur d'activité qui est plus que dynamique. Des personnes qui nous rejoignent, apparemment. Bonjour Alice. Alors, Alice nous pose une question. Est-ce que l'employeur peut ne pas être remboursé sur le salaire du salarié dans le cadre de la transition pro? J'arrive, du coup, je vais. C'est en ça que je te. D'accord. Alors, dès lors que la demande a été instruite par Transition Pro et qu'elle a été acceptée, l'employeur sera systématiquement remboursé les salaires. Donc, voilà, le dossier est déposé, il est instruit, il y a des notifications qui sont ensuite adressées, et dans ces notifications, on retrouve l'accord de prise en charge qui sécurise l'employeur sur le fait qu'il y aura bien une prise en charge. Cette prise en charge étant malgré tout conditionnée à la présence ou en formation de la personne qui suit le parcours. Voilà. Donc, dès lors que la personne est en cours de formation, le salaire sera remboursé. Alors, Paul précise que c'est hors limitation de prise en charge. Alors, on l'a vu, effectivement, il y a un certain nombre de cas, et notamment quand on est au-delà de 2 fois le SMIC, où il peut y avoir un reste à charge, mais qui est plutôt du côté de la personne, et pas du côté de l'employeur.
Et ces cas sont, on l'a dit, extrêmement rares. Pas forcément d'autres questions? Je pense que c'est important en tout cas de bien voir que, alors on a présenté là aujourd'hui un certain nombre de dispositifs qui sont là pour permettre les transitions professionnelles. Comme vous le voyez, voilà, il y a plusieurs choses qui existent et je dirais le point central dans tout ça, c'est peut-être d'être bien accompagné, hein, et je pense que même quand on sait ce qu'on veut faire, passer par un conseil en évolution professionnelle peut être un bon moyen, hein, de s'assurer qu'on a bien pensé à tout. Souvent, on s'oriente vers des métiers qu'on connaît, on s'oriente, voilà, en fonction peut-être des personnes qu'on a dans son entourage. L'intérêt du conseil en évolution professionnelle, c'est bien là pour apporter une information vraiment exhaustive sur les possibilités. Et puis, bien sûr, nous travaillons de toute façon en lien, et aujourd'hui, je dirais, on est la preuve, hein, nous travaillons tous, acteurs de la formation, ensemble. Et donc, nous avons des interactions avec le conseiller en évolution professionnelle dans l'optique de bien sécuriser tout ça et de faire en sorte que les démarches se transforment par une réussite pour les personnes qui les engagent. Alors, on a une autre question. Est-ce que le dossier du dispositif PTP peut être traité clairement à l'avance, sachant que ma future formation a une date d'entrée en février 2022? Alors, clairement, à l'avance, tout va résider dans la notion du clairement. Donc, comme on l'a dit à plusieurs reprises, hein, donc il y a effectivement un calendrier qui est accessible sur notre site. Je pense qu'il y a de toute façon des délais qui sont incontournables, et notamment celui de l'autorisation d'absence, puisqu'elle doit être formulée 4 mois avant le début de la formation pour une formation qui fait plus de 6 mois. Et le dossier est examiné environ 2 mois avant l'entrée en formation. Ensuite, quand il y a des situations particulières, hein, il peut y avoir parfois des situations particulières, alors dans ce cas, on peut aussi examiner la possibilité de faire un examen anticipé du dossier, hein, mais ça va demander quand même à ce que la personne explique la situation dans laquelle elle est, puisque notre objectif à nous, c'est de faire en sorte que sur chaque commission, donc il y en a 12 par an, que sur chaque commission, on ait un taux d'acceptation qui soit le même, de manière à ce que les demandes qui arrivent en début d'année ou en fin d'année aient la même chance d'être satisfaites. Et pour réussir à ça, c'est-à-dire qu'on cale nos budgets en fonction du nombre de demandes qui arrivent. Donc l'intérêt, je dirais, commun, c'est qu'effectivement, on puisse anticiper les dossiers qui sont déposés et qu'on puisse calibrer les budgets en fonction. Donc, quand quelqu'un demande à ce que son dossier soit examiné à une autre période, ça bouscule un peu ça. Donc, il faut simplement derrière l'expliciter et expliquer pourquoi on a besoin d'une réponse plus anticipée. Les collègues déposent un certain nombre de liens dans le chat. Il y a effectivement des ressources, hein, sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour construire vos parcours. Et puis, bien entendu, nous, on assure une permanence téléphonique pour répondre à toutes les questions qui peuvent se poser. Alors, vous pouvez passer soit par l'espace personnel, où vous pouvez dialoguer en direct avec nos équipes, ou quand le besoin s'en fait ressentir, prendre contact par téléphone pour qu'on puisse répondre à des questions spécifiques, hein. Et on sait bien que dans ces démarches-là, chaque situation est individuelle, chaque situation est particulière. Donc aujourd'hui, on présente les choses dans leur grande ligne. Oui. Et puis après, on peut aller vous répondre plus précisément pour vous, dans votre situation, comment ça pourra se passer. Je pense que la présentation a dû être très claire. Je le souhaite. Très bien. Écoutez, avant de se quitter, moi, je voulais remercier l'ensemble des équipes
qui ont aidé à l'organisation, à la préparation de ce webinaire. Remercier également l'ensemble des participants, à vous qui nous regardez, et puis je pense aussi à ceux qui verront le replay, on ne nous oublie pas. C'est important aussi effectivement que ça puisse circuler, être diffusé, et quand on en ressent le besoin, eh bien, on peut accéder au webinaire pour compléter des informations ou accéder à des informations dont on a besoin, que l'on soit effectivement employeur, que l'on soit représentant du personnel ou bien salarié dans le secteur du sanitaire et du social, de l'éducatif également. Donc voilà, pour ma part. Merci Marilyn. Alors, effectivement, moi, je m'associe à tout ça, à tous les remerciements. Et puis, bravo à toi pour avoir organisé ce temps de manière partenariale. Voilà, on demande beaucoup de préparation et ça a été conduit de manière extrêmement professionnelle. Donc, voilà, bravo aux équipes. Je glisse la réponse à Nathalie qui veut savoir si elle peut choisir sa formation. Oui, le choix de formation vous appartient, mais voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous. Donc voilà, merci pour le travail. J'en profite aussi pour saluer l'appui du président de Transition Pro Grand Est, Michel Klein, et du vice-président, Marius Germinal, qui sont attentifs à ce que toutes les conditions soient réunies pour que nous puissions assurer notre travail dans les meilleures conditions. Merci à Madame Zahiri, à qui je laisse la parole pour le mot de la fin. Merci beaucoup. En tout cas, merci à l'ensemble des acteurs qui ont permis la création de ce webinaire. Donc, merci beaucoup à Transition Pro Grand Est. Ce webinaire est l'illustration de la déclinaison partenariale qui est en train de s'opérer entre la DRCPNE-FP et les services régionaux de l'OPCO-Santé. Démarche partenariale qu'on espère très forte, en tout cas sur le territoire, au regard de tous les enjeux qu'on partage avec les différents acteurs de l'emploi et de la formation. Donc, merci également aux adhérents qui nous ont suivis, à ceux qui verront ce webinaire en replay. Et puis, n'hésitez pas, tous et toutes, à faire la promotion du secteur de la santé. C'est un secteur, comme je le disais, qui permet une perspective de carrière, une évolution, un secteur qui est très dynamique et je crois qu'il est également très valorisant, comme le disait Anaïs. Donc, merci à vous. Merci et très bonne après-midi à toutes et à tous.